Bienvenue Doc Seb. Merci Christy, ravi d'être avec toi et avec tous nos téléspectateurs. Plaisir partagé, tu le sais. Alors aujourd'hui, on parle des troubles de la personnalité. Alors quels sont les troubles de la personnalité exactement ? Alors déjà, d'une façon générale, les troubles de la personnalité, c'est lorsque certains traits, des traits de caractère notamment, sont trop rigides ou trop marqués, avec ce qu'on appelle des mécanismes de défense en psychologie, qui sont peu variés, assez univoques, ça va toujours à peu près dans le même sens, et donc des modalités excessives de réaction alors, aux interactions sociales, aux situations, souvent inadaptées, pas toujours, mais quand même souvent, et ça génère de la souffrance pour les personnes elles-mêmes. Alors, dans l'ensemble des domaines de la vie, pour qu'il y ait vraiment un trouble de la personnalité, il faut que ça soit au niveau personnel, professionnel, voire sentimental aussi. Et c'est cette forme d'inflexibilité en fait de la personnalité qui signe un peu le trouble. Et souvent, il y a des modalités durables du fonctionnement. Donc, c'est à différencier, on va dire, d'épisodes, par exemple, anxieux qu'on peut avoir ou dépressifs. Il y a quelque chose de stable dans le temps. Ça commence en général de l'adolescence, à partir de la fin de l'adolescence, pour se rigidifier parfois au moment de l'âge adulte. Quels sont les troubles de la personnalité les plus fréquents ? Alors, pour les troubles de la personnalité les plus fréquents, alors déjà, il y a trois grands groupes. Donc, on a le groupe, on va dire A, qui est le trouble de la personnalité paranoïaque, personnalité schizoïde, trouble de la personnalité schizotypique, qui se caractérise souvent par un sentiment de paranoïa, de méfiance, de suspicion. Ceux-là, c'est les moins fréquents. On va dire, pour répondre à ta question à l'inverse, mais on va voir les plus fréquents. Pour les plus fréquents, c'est ceux qui font partie du groupe B, du deuxième groupe et du troisième groupe, B et C. Là, c'est des troubles qui sont plutôt anxieux, comme les troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive, les troubles de la personnalité qu'on appelle dépendante, évitante aussi. Là, ça se caractérise par des compulsions, des obsessions, de l'anxiété. Et puis le groupe C, qui là sont les troubles de la personnalité limite, troubles de la personnalité narcissique, troubles de la personnalité qu'on appelle histrionique ou hystérique, et de la personnalité antisociale, qui sont un petit peu moins fréquents. Donc les plus fréquents, c'est le groupe C. En gros, c'est le troisième groupe autour des troubles anxieux qui sont les plus fréquents globalement. Alors tu nous parles de trois groupes, mais quels sont les différents types de troubles ? Alors, donc au sein de ces trois groupes répartis et ayant chacun des caractéristiques communes quand même, et une dizaine de troubles de la personnalité. On va retrouver une dizaine de troubles de la personnalité. Alors, on va voir par exemple les troubles de la personnalité qu'on appelle anxieuse. Donc, ceux-là sont les plus fréquents. Donc, c'est des personnes qui sont envahies par un sentiment d'inconfort permanent, de tension, de stress, d'anxiété, avec des émotions souvent ressenties comme désagréables, négatives, et qui sont toujours un peu en état d'alerte, où il y a toujours une anticipation du problème à venir, il se situe dans un futur un peu anxiogène. Donc ça, c'est un trouble de la personnalité qui est assez fréquent. Ensuite, on a le deuxième, c'est la personnalité qu'on appelle dépendante, qu'on voit dans la dépendance affective aussi, par exemple. Des personnes qui sont caractérisées, on va dire, par une trop grande dépendance affective, émotionnelle, personnelle, qui sont souvent incapables de prendre des décisions seules, même parfois les plus simples, ont toujours besoin de quelqu'un. Et ce qui va dominer, c'est la peur d'être abandonné. Il y a quand même un schéma d'abandon qui est très fréquent, qui est associé à des sentiments d'impuissance, d'incompétence et une crainte quasi permanente d'être rejeté par l'autre. Donc ça, c'est assez typique aussi. Ensuite, on a la personnalité paranoïaque, alors qui n'est pas la plus fréquente, mais c'est important de la signaler, qui est caractérisée là par une extrême sensibilité aux moindres remarques, une susceptibilité, avec souvent des phénomènes de surinterprétation, de référence, avec un caractère soupçonneux qui va de pair souvent avec une tendance à fausser les événements, les situations, les propos, qui vont être interprétés de façon en gros systématique dans des actions qui sont hostiles à lui-même. Donc ça, c'est assez typique. Et avec des relations amoureuses qui sont souvent très, très compliquées, dominées par la méfiance, la jalousie pathologique, l'agressivité, la rigidité. Et on peut voir dans ces personnalités paranoïaques, j'insiste un petit peu parce que
on va en reparler un petit peu par ailleurs, il y a une tendance mégalomaniaque qui peut exister, ou du moins une surévaluation finalement de sa propre importance, un hyper-narcissisme qui va s'associer, et souvent une référence excessive à sa propre personne. Donc voilà, c'est la personnalité paranoïaque. On a la personnalité obsessionnelle aussi. Donc là, elle va se caractériser par un fonctionnement relativement rigide, toujours autour du contrôle, de la maîtrise, sur un mode méticuleux, qui va peu laisser de place à la surprise, à la spontanéité, avec une certaine froideur, distance, neutralité affective. Donc, on va voir le perfectionnisme, l'obstination, le doute de soi, des personnes très consciencieuses, avec des scrupules et une froideur dans les relations. Ça, c'est tout à fait caractéristique. À l'opposé de cette personnalité, on va dire obsessionnelle, on a la personnalité qu'on appelle histrionique ou hystérique. Alors là, elle est caractérisée par l'exubérance, le théâtralisme, la dramatisation, c'est des grands comédiens, des émotions exacerbées, une sensibilité, une avidité affective, où il faut toujours être au centre, dans une forme de séduction de l'autre. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Donc, on va voir la dramatisation des expressions, des émotions, un discours essentiellement tourné autour de l'émotionnel et des tendances à soit idéaliser, soit à dévaloriser complètement son entourage. Ensuite, la personnalité narcissique, dont on a déjà parlé, alors avec notamment le pervers narcissique, mais qui peut être que narcissique. Donc, personnalité là qui est caractérisée par l'égocentrisme, un manque d'empathie, des idées de grandeur, un besoin d'être admiré, une incapacité à prendre en compte le point de vue des autres. Donc, avec des sentiments d'être exceptionnel, des ambitions de succès, des exploitations et manipulations aussi parfois, et peu d'empathie. Ensuite, on a la personnalité évitante, là qui est caractérisée par l'inhibition, une réticence à nouer des relations, une tendance à mettre en place des stratégies d'évitement, une hypersensibilité souvent qu'on va voir, une dévalorisation de soi, une peur de l'échec, des comportements un peu effacés, et puis un évitement évidemment qui va avec ce type de personnalité, des relations et aussi avec les autres. Ensuite, on peut voir des personnalités qu'on appelle limites ou borderline, qui vont être aussi avec l'impulsif agressif. Là, j'agglomère un petit peu. Des personnalités caractérisées par une nette tendance à l'agir de façon impulsive, sans considération pour les conséquences possibles. Des difficultés à contrôler les actes, évidemment, sachant que dans le côté borderline, on a des perturbations de l'image de soi, un sentiment chronique de vide intérieur, par des relations souvent intenses, instable et par une tendance à adopter des comportements autodestructeurs. Dans le type impulsif, là, ça va être caractérisé essentiellement par une instabilité émotionnelle, un manque de contrôle des impulsions, une certaine agressivité et des expressions violentes des émotions avec une forte réactivité. Pour ensuite aller vers les personnalités qu'on appelle schizotypiques, schizoïdes. Donc là, schizoïde, c'est caractérisé par un retrait des contacts. C'est vraiment des personnes qui s'isolent, qui ont des certaines bizarreries, des investissements sociaux ou affectifs un peu étranges, tendance à la fantaisie, à l'irréel, des activités souvent solitaires, et la plupart du temps, une grande difficulté à exprimer ses émotions, sentiments et éprouver du plaisir. Pour le schizotypique, là, c'est marqué par des croyances bizarres, influencées par des comportements, des attitudes, des idées de référence, des perceptions corporelles inhabituelles, étranges même, des affects pauvres et une forme de dissociation, ça c'est assez caractéristique, affective, d'ambivalence pathologique, qui est souvent présente. Et ensuite, pour finir, ce qu'on appelle les personnalités antisociales, psychopathiques, sociopathiques, c'est parfois des synonymes, qui sont caractérisés là par un refus, un mépris des règles sociales, des obligations, marquées par l'absence d'empathie, une indifférence à autrui, une froideur affective, une quasi-absence de culpabilité, ça c'est tout à fait caractéristique. On peut observer aussi une intolérance marquée à la frustration, et le recours à l'acte impulsif, violent d'ailleurs, souvent. On peut noter une tendance à blâmer autrui avec des comportements agressifs, violents, et par des formes parfois de fausses rationalisations, de faux prétextes. Là, c'est l'image un peu du délinquant, du criminel aussi, qui peut aller dans ce sens-là. Donc voilà en gros
pour les 10-11 types de troubles de la personnalité les plus fréquents et puis qui sont caractérisés. Quel est le pire trouble de la personnalité selon toi ? Alors, le pire trouble, justement, tu parlais d'addition, c'est celui qui va additionner plusieurs types de caractéristiques. Ce qu'on appelle la triade noire de la personnalité. C'est un concept qui a été développé notamment par Delroy, Paulus, Kevin Williams et d'autres qui ont développé cette idée de 3 traits distinctifs qui vont décrire des personnalités qui sont nuisibles socialement. Et souvent qualifiées de toxiques aversives. C'est vrai que souvent on parle de personnalités toxiques aversives. Elles ont souvent en commun alors le narcissisme, ou l'hyper-narcissisme même, le machiavélisme, c'est un Machiavel, machiavélisme, et la psychopathie. Alors après, il y a d'autres études. Ça reste des notions, c'est pas une catégorisation psychiatrique non plus, en psychopathologie, qui a eu une forme de tétrade un peu noire, certains qui ont ajouté le sadisme. Parce que si on ajoute le sadisme au narcissisme, au machiavélisme, à la psychopathie, là, on a la totale, on a le profil là, du criminel en série. Voilà, et le profil du criminel en série, quasiment. Donc là, c'est vraiment des caractéristiques dont il faut se méfier, alors qui reste extrêmement rare. Quand même, je tiens à le préciser, cette tétrade noire, entre guillemets, ou dark, elle est quand même, c'est cette tétrade qu'on appelait les dark factors of personality, donc le côté sombre, obscur des personnalités. Ça reste extrêmement rare. Bon, c'est vrai que ça fait aussi beaucoup la rubrique un petit peu, je dirais, dans les criminels en série, dans les psychopathes, etc. Mais bon, c'est quand même, c'est pas quelque chose qu'on va rencontrer classiquement, évidemment. On entend de plus en plus parler, ou peut-être que c'est un sujet qui est peut-être moins tabou, mais on parle beaucoup de bipolarité. Comment savoir si une personne est bipolaire ou pas ? Alors, déjà, il faut préciser que ce n'est pas un trouble de la personnalité. Dans les troubles de la personnalité, il faut vraiment que ça soit durable et que ça soit en dehors d'autres classifications. Donc, la bipolarité, donc là, il y a ce qu'on appelle aussi la psychose maniaco-dépressive. C'est une pathologie mentale qui va se caractériser par des sautes d'humeur extrêmes et imprévisibles, avec des émotions d'une intensité souvent assez démesurée et difficilement contrôlable. Donc, après, comment savoir ? Là, il s'agit d'une évaluation, alors qui prend parfois pas mal de temps. Il y a une errance souvent diagnostique entre 5 et 8 ans, 10 ans, parfois. Il y a souvent, alors, on peut les caractériser par les troubles bipolaires de type 1, où là, on va avoir un accès maniaque d'excitation psychique qui va être tout à fait classique, et en même temps des épisodes dépressifs, donc qui vont alterner comme ça régulièrement avec ce qu'on appelle des phases de up, d'excitation psychique, et de down. Donc ça va être notamment l'état maniaque qui est moins connu, ça va être, je dirais, spécifié par une hyperactivité, une logorrhée verbale, une personne qui parle tout le temps, qui n'arrive plus à s'arrêter, un besoin réduit de sommeil, ça c'est un bon indicateur aussi, quand on n'a plus besoin de sommeil, ça peut durer même parfois, des fuites des idées, on a des idées, puis hop, ça s'enchaîne, c'est parfois du coq à l'âne, des comportements à risque, des idées de grandeur, parfois on peut avoir, et puis quelques symptômes psychotiques dans l'aspect, on va dire, maniaque, d'épisodes maniaques. En revanche, pour la dépression, on connaît bien les troubles dépressifs, de troubles de l'humeur, dépressivité, de perte d'énergie, voilà. Pour les troubles de type 2, là, on va avoir une alternance d'épisodes dépressifs et hypomaniaques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes maniaques, mais hypo, donc vraiment modérés, pondérés, qui vont être présents. C'est la principale différence. Et puis après, on peut avoir on va dire, un troisième type qui est un peu plus complexe, des personnes qui vont réagir, on va dire, notamment aux antidépresseurs, qui vont développer des épisodes épimaniaques, et des troubles de l'humeur, souvent avec les antidépresseurs. Donc là, il y a une réaction. Après, il y a des mixtes un peu dans les types 4, mais qui sont moins connus. Ce qu'il faut retenir, c'est
souvent, soit on est du type 1 ou 2. Et puis, si on n'est pas vraiment dans la bipolarité, ça peut être une forme de cyclothymie aussi, qui va être quelque chose de, je dirais, d'un peu en deçà, voilà, de ces épisodes bipolaires. Alors, si on ne classe pas la bipolarité dans les troubles de la personnalité, on le classe dans quoi exactement? Dans les troubles de l'humeur. C'est vraiment les troubles de l'humeur par excellence, justement, avec ces différentes phases et ces fluctuations d'humeur. C'est ce qui est tout à fait caractéristique de la bipolarité, qu'on a appelé la folie circulaire à un moment, ou la psychose maniaco-dépressive. Nous arrivons sur la fin de l'émission, Doc Seb. Parlons maintenant, si tu le veux bien, du syndrome d'Hubris, qui, en grec ancien, signifie démesure, où l'on retrouve du narcissisme, le culte de l'apparence, tendance à parler à la troisième personne, confiance excessive dans son propre jugement et le bien fondé de ses actions, la perte de contact avec la réalité, l'identification de soi-même avec la nation ou encore impulsivité. Et d'ailleurs, de mémoire, la santé mentale de Vladimir Poutine a fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le début de l'invasion en Ukraine. Selon certains médecins, le président russe pourrait être atteint du syndrome d'Hubris, un trouble de la personnalité appelé aussi la maladie du pouvoir. Peux-tu nous en parler de ce syndrome justement, Doc Seb? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'éléments qui sont apparus. Alors, est-ce que Vladimir Poutine aurait un cancer, Parkinson ou autre? Alors, on ne sait pas vraiment, surtout on ne sait pas d'où vraiment ça a fuité. Bon, en tout cas, sur cette question de la définition un peu du syndrome d'Hubris, c'est un trouble de la personnalité, avant tout. C'est pas une pathologie mentale. Donc, où ça signifie, comme tu disais, démesure et en anglais orgueil. Il y a quand même cette question-là. Donc, c'est vrai que c'est lié inextricablement au pouvoir. C'est vraiment une condition presque préalable à ce pouvoir. Et où, finalement, quand le pouvoir passe, le syndrome s'atténue. On le voit, c'est la maladie du pouvoir, du narcissisme, de la mégalomanie qui va avec. Donc, alors, dans les éléments qu'il peut y avoir il y a plusieurs symptômes comportementaux. D'ailleurs, il y en a qui sont amusés à faire une liste. Donc, il y a en gros la propension narcissique. C'est vrai que ça, on va le retrouver, notamment chez la plupart des dictateurs ou des autocrates. Effectivement, tu parlais de Vladimir Poutine. C'est la question qui se pose. Voir le monde comme finalement une arène où on exerce son pouvoir et on recherche la gloire. Ça, c'est quasiment constant chez tous les dictateurs. La prédisposition aussi à engager des actions qui sont susceptibles de se présenter sous un jour favorable, c'est-à-dire à embellir toujours son image. Donc là, alors en plus en ce moment, on est quand même dans une stratégie de communication, de part et d'autre, de propagande. Donc on voit bien un petit peu jusqu'où ça peut aller. Donc là, on a ce cas-là. L'attrait démesuré pour l'image et l'apparence. Donc ça, le culte de l'apparence, on voit des portraits, on voit dans toutes les dictatures, on l'a vu sous le régime nazi avec Hitler, on l'a vu sous le régime soviétique, dans toutes les dictatures, dans les régimes aussi ultra-islamistes. Donc on a vu un petit peu ce culte de la personnalité qu'on appelle aussi autrement. Une manière aussi un peu messianique de parler de ce que l'on fait avec une tendance à l'exaltation dans la parole, les manières. Donc là, il y a un petit côté aussi messianique. Par exemple, quand il dit, quand il y a eu le divorce, je divorce avec ma femme, mais je suis marié avec la Russie. Voilà, par exemple. Là, il y a quelque chose d'un peu messianique, comme si on se représentait ou on représentait la nation. Alors, c'est vrai que le président représente la nation, mais on ne se prend pas pour un peuple en tant que tel et autres, ou voire même Dieu, pour certains. Donc là, il y a vraiment une problématique messianique. Alors, il y a l'identification de soi-même à la nation qui va avec, où les perspectives et intérêts des deux seraient identiques. Alors là, on voit un peu cette conjonction des deux. On le voit, on ne sait plus l'intérêt de qui.
hein, dans cette configuration. Il faut savoir que ce syndrome du Brice, il a été développé notamment par David Owen, hein, qui est un médecin, mais aussi un ancien ministre anglais au départ, qui s'est intéressé à la question. Donc, il y avait aussi des caractéristiques spécifiques, comme par exemple la propension narcissique, à voir le monde comme une arène où on exerce son pouvoir, où on recherche la gloire, des prédispositions aussi à engager parfois des actions, hein, qui peuvent être susceptibles de se présenter toujours sous un jour favorable. La propension à embellir son image, un attrait démesuré pour ce qu'on appelle le culte de la personnalité, qui est valable dans toutes les approches totalitaristes, dictatoriales, peu importe le motif, que ça soit religieux, politique ou autre, hein, on l'a vu sous l'ère du nazisme, de l'apogée staliniste, mais aussi chinois à certains moments, la révolution. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, et aussi dans l'ultra-fondamentalisme, hein, religieux. Donc, effectivement, ce culte de la personnalité qui va avec le côté qu'on appelle messianique, de parler de ce que l'on sait, ce que l'on veut, avec ce côté un peu comme le Messie. Hein, c'est-à-dire on s'identifie presque à l'image d'un Dieu tout-puissant, voire au Père de la nation, et on s'identifie tellement qu'on finit par se prendre, hein, pour, on va dire, celui qui détient tous les pouvoirs, une forme de toute puissance, de vie et de mort sur les autres. Donc, il y a vraiment cette identification totale. On peut avoir une tendance aussi, qu'on voit, une tendance à parler de soi à la troisième personne, hein, ou à utiliser parfois le nous, une confiance excessive dans son propre jugement et un mépris pour les conseils ou les critiques d'autrui, comme si finalement on était au-delà, au-dessus de tout ça. Donc ça, on le voit, hein, clairement dans ce qui se passe actuellement, hein. Donc cette confiance exagérée, finalement sans limite, ce sentiment de toute puissance dans ce qu'on peut réaliser, et ça, c'est tout à fait caractéristique, hein. Donc on va avoir aussi une perte de contact aussi chez certains avec la réalité, hein, tangible. D'ailleurs, on l'a vu, hein, certains pensaient que, Poutine en particulier, que les Ukrainiens allaient l'accueillir à bras ouverts, presque se sentir libérés, sans prendre en compte l'idée comme ça d'une nation, hein, et d'un peuple avec ses désirs propres. Donc, une tendance aussi qui va avec une vision qui est conforme à son propre choix, à ce qui va éviter finalement de rentrer dans les conflits avec les autres. Enfin, en tout cas, on va mettre en place un conflit direct, la guerre, mais finalement l'autre n'existe pas vraiment. D'ailleurs, on a vu, hein, cette négation finalement du peuple ukrainien, hein. C'est un peuple qui n'existe pas dans cette vision-là, alors que c'est un peuple qui existe tout à fait. Donc, et puis parfois, et ça on verra, hein, on l'a vu avec de nombreux dictateurs, hein, une incompétence, hein, à un moment donné, lorsque les choses vont tourner mal, eh bien, il y a cette confiance excessive en soi, conduit ces leaders, hein, négatifs d'ailleurs, à négliger tous les rouages habituels d'une politique de droit, de diplomatie et autres. C'est la force. D'ailleurs, ça va et ça rejoint finalement cette conception de l'hubris grecque, hein, de la mythologie. Il faut s'y intéresser un petit peu pour comprendre, où il y a toujours cette notion de violence. Et c'est un retour finalement à l'archaïque, à la violence brute, et ça, je crois que l'actualité en témoigne, hein, actuellement, à une puissance qui est destructrice, hein, qui dépasse parfois ce dont les humains devraient se contenter. On arrive sur la fin, une dernière question. Est-ce que dans ce cas de figure, pour le syndrome d'hubris, on peut aussi parler de paranoïa ? Il y a effectivement, au-delà du syndrome d'hubris, il y a une réalité paranoïaque, hein, qui est assez classique, on va dire, dans tous les systèmes dictatoriaux. D'ailleurs, c'est Hannah Arendt qui l'a très bien développé, hein, dans, je dirais, son travail, hein, remarquable sur le totalitarisme. Elle compare les systèmes nazis, hein, avec le fascisme rouge de l'autre côté, et puis, j'ai envie de dire, par extrapolation, tous les systèmes qui vont mettre, je dirais, une idéologie en exergue au détriment des autres, hein, dans la négation
de l'autre, et puis qui vont mettre en place ce système, alors typiquement paranoïaque, qui a une forme de délire systématisé, c'est-à-dire qu'il y a une conviction délirante que l'autre est mauvais, n'existe pas, etc., qui est faussée, même si tout le reste du raisonnement est logique, la première condition est fausse. Donc, et là, il y a cette logique tout à fait typique. Alors, on le voit aussi dans les systèmes d'organisation sociétale, d'autocratie un peu dictatoriale, c'est qu'il y a vraiment un contrôle, une observation, une suspicion permanente, d'où l'idée de purge. Et il faut finalement toujours se méfier des uns et des autres. Alors, qui est renforcée aussi par l'histoire poutinienne, on va dire, de son passé aussi au renseignement, etc. Enfin, voilà. Et ça joue aussi. Donc, il y a toujours une logique paranoïaque, finalement, dans ces systèmes-là. Et à partir du moment où on entre dans cette conviction, elle est souvent inébranlable. Et c'est ça le problème. D'ailleurs, on voit bien toute la difficulté des chefs d'État à rentrer dans ce raisonnement, dans cette confrontation des idées qui devient impossible, puisque la première base de la conviction, elle est erronée. Et dans un délire systématisé où tout se réfère à ça. Alors que le reste du fonctionnement cognitif, a priori, peut se tenir. D'ailleurs, c'est pour ça que ça entraîne les foules. C'est qu'à partir d'une conviction fausse, eh bien, on en arrive à tout un tas de choses qui vont devenir problématiques. Et c'est toute la difficulté, j'ai envie de dire. Je terminerai par cette citation un peu de Romain Gary, qui est tout à fait pertinente. C'est que le patriotisme, ça protège les siens. Il y a quelque chose de positif dans le patriotisme. Alors que le nationalisme, ça mène toujours à la haine des autres. Et là, on est dans cette problématique-là. Et malheureusement, l'histoire nous a aussi parlé à de nombreuses reprises de ces problématiques nationalistes. Merci à toi de nous avoir éclairé sur les troubles de la personnalité, Doc-Sem. Sébastien Guerniero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Merci. On se retrouve très rapidement. Merci Christy. Et voilà, j'espère que ça peut intéresser tous nos téléspectateurs, toutes ces questions d'actualité aussi. Aussi. Merci.